Constitution de la République populaire de Chine, 1982. Dit par Émile Berlerme en juillet 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Constitution de la République populaire de Chine. Adoptée le 4 décembre 1982 par la 5e session de la 5e Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Promulguée et mise en vigueur le 4 décembre 1982 par avis de l'Assemblée populaire nationale. Modifiée selon les amendements à la Constitution de la République populaire de Chine, adoptés respectivement lors de la première session de la 7e Assemblée populaire nationale, le 12 avril 1988, de la première session de la 8e Assemblée populaire nationale, le 29 mars 1993, de la deuxième session de la 9e Assemblée populaire nationale, le 15 mars 1999, de la deuxième session de la 10e Assemblée populaire nationale, le 14 mars 2004, et de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale, le 11 mars 2018. Préambule. La Chine est l'un des pays ayant la plus longue histoire au monde. Les diverses ethnies chinoises ont ensemble créé une brillante civilisation et possèdent de glorieuses traditions révolutionnaires. Après 1840, la Chine féodale s'est progressivement transformée en un pays semi-colonial et semi-féodal. Le peuple chinois a livré des luttes héroïques et incessantes pour l'indépendance nationale, la libération nationale, la démocratie et la liberté. Au XXe siècle, la Chine a connu d'immenses bouleversements historiques. En 1911, la révolution de Xinhai, dirigée par Sun Yat-sen, a aboli le régime impérial féodal et fondé la République de Chine. Toutefois, la mission historique du peuple chinois, consistant à lutter contre l'impérialisme et le féodalisme, n'était pas encore accomplie. En 1949, sous la direction du président Mao Tse-tung, le Parti communiste chinois a conduit les diverses ethnies du pays à travers de longues années de luttes armées, ardues et de combats sous d'autres formes, à renverser le régime de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique, remportant ainsi la grande victoire de la Révolution démocratique nouvelle et fondant la République populaire de Chine. Depuis lors, le peuple chinois détient le pouvoir d'État et est devenu maître du pays. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, la société chinoise a progressivement réalisé la transition du nouveau démocratisme vers le socialisme. La transformation socialiste de la propriété privée des moyens de production a été achevée. Le système d'exploitation de l'homme par l'homme a été aboli. Le système socialiste a été établi. La dictature démocratique populaire dirigée par la classe ouvrière et fondée sur l'alliance entre les ouvriers et les paysans, qui est en essence la dictature du prolétariat, a été consolidée et développée. Le peuple chinois et l'armée populaire de libération de Chine ont vaincu les agressions, les sabotages et les provocations armées de l'impérialisme et de l'hégémonisme, ont sauvegardé l'indépendance et la sécurité du pays, et ont renforcé la défense nationale. La construction économique a connu des réalisations importantes, un système industriel socialiste indépendant et relativement complet s'est fondamentalement formé, et la production agricole a nettement progressé. L'éducation, les sciences, la culture et autres secteurs ont connu un grand développement, et l'éducation idéologique socialiste a obtenu des résultats évidents. Les conditions de vie de la large masse populaire se sont sensiblement améliorées. La victoire de la nouvelle révolution démocratique de Chine et les succès de l'entreprise socialiste sont le fruit de la direction du Parti communiste chinois, unissant les différentes ethnies du peuple chinois, persévérant dans la vérité, corrigeant les erreurs et surmontant de nombreuses difficultés sous la direction du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Tse-tung. Notre pays restera longtemps à la phase primaire du socialisme. La tâche fondamentale de l'État est, en suivant la voie du socialisme à la chinoise, de concentrer les forces pour procéder à la modernisation socialiste. Le peuple de toutes les ethnies de Chine continuera, sous la direction du Parti communiste chinois, guidé par le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante de la triple représentation, le concept de développement scientifique et la pensée du socialisme à la chinoise, de la nouvelle ère de Xi Jinping, à maintenir la dictature démocratique populaire,
à maintenir la voie socialiste, à persévérer dans la réforme et l'ouverture, à perfectionner sans cesse les divers systèmes socialistes, à développer l'économie de marché socialiste, à développer la démocratie socialiste, à améliorer l'état de droit socialiste, à mettre en œuvre le nouveau concept de développement, à compter sur ses propres forces, à lutter avec persévérance pour réaliser progressivement la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense nationale et des sciences et techniques, promouvoir le développement coordonné de la civilisation matérielle, politique, spirituelle, sociale et écologique, faire de notre pays un grand État socialiste, moderne, prospère, puissant, démocratique, civilisé, harmonieux et beau, et réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Dans notre pays, les classes exploiteuses ont été abolies en tant que classes, mais la lutte des classes continuera à exister dans certaines limites pendant longtemps. Le peuple chinois doit lutter contre les forces hostiles et les éléments hostiles, intérieurs et extérieurs, qui s'opposent et nuisent au système socialiste de notre pays. Taïwan fait partie intégrante du territoire sacré de la République populaire de Chine. Accomplir la grande œuvre de la réunification de la patrie est le devoir sacré de tout le peuple chinois, y compris les compatriotes de Taïwan. La construction du socialisme doit s'appuyer sur les ouvriers, les paysans et les intellectuels, unir toutes les forces susceptibles d'être unies. Au cours des longues années de révolution, de construction et de réforme, a été formé un vaste front uni patriotique, dirigé par le Parti communiste chinois, auquel participent les partis démocratiques et les organisations populaires, comprenant tous les travailleurs socialistes, les constructeurs de l'entreprise socialiste, les patriotes qui soutiennent le socialisme, les patriotes qui soutiennent l'unification de la patrie et s'engagent dans le grand renouveau de la nation chinoise. Ce front uni continuera à être consolidé et développé. La Conférence consultative politique du peuple chinois est une organisation de front uni ayant une large représentativité. Elle a joué un rôle historique important dans le passé et jouera un rôle encore plus important à l'avenir dans la vie politique et sociale du pays, dans les activités d'amitié à l'étranger, dans la construction de la modernisation socialiste et dans la lutte pour la préservation de l'unité et de l'union nationale. Le système de coopération multipartite et de consultation politique dirigé par le Parti communiste chinois existera et se développera à long terme. La République populaire de Chine est un État unifié, pluriethnique, créé en commun par les peuples de toutes les ethnies du pays. Des relations socialistes entre les nationalités, fondées sur l'égalité, l'union, l'entraide et l'harmonie, ont été établies et continueront à être renforcées. Dans la lutte pour préserver l'unité des nationalités, il convient de combattre le grand nationalisme, en particulier le grand hanisme, tout autant que le nationalisme local. L'État déploie tous ses efforts pour promouvoir la prospérité commune de toutes les nationalités du pays. Les succès de la Révolution, de la construction et de la réforme de la Chine sont indissociables du soutien des peuples du monde. L'avenir de la Chine est étroitement lié à celui du monde. La Chine persiste dans une politique étrangère indépendante et autonome, dans les 5 principes de respect mutuel, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de non-agression mutuelle, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d'égalité et d'avantages réciproques, et de coexistence pacifique. Elle s'en tient à la voie du développement pacifique, à une stratégie d'ouverture, de coopération gagnant-gagnant, développe ses relations diplomatiques ainsi que ses échanges économiques et culturels avec tous les pays, et promeut la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Elle continue à s'opposer à l'impérialisme, à l'hégémonisme, au colonialisme, renforce sa solidarité avec les peuples du monde entier, soutient les luttes justes des nations opprimées et des pays en développement pour la sauvegarde de leur indépendance nationale et le développement de leur économie nationale, et œuvre à la défense de la paix mondiale et à l'avancement de la cause du progrès humain. La présente Constitution, par sa forme juridique, confirme les acquis de la lutte des peuples de toutes les ethnies de Chine, stipule les institutions et tâches fondamentales de l'État, constitue la loi fondamentale de l'État et possède la plus haute autorité juridique. Tous les peuples du pays, tous les organes de l'État, les forces armées, les partis politiques, les organisations sociales, les entreprises et institutions doivent prendre la Constitution
comme norme fondamentale de leur action, et ont le devoir de préserver sa dignité et de garantir sa mise en œuvre. Chapitre 1. Principes généraux. Article 1. La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et fondé sur l'alliance entre les ouvriers et les paysans. Le système socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine. La direction du Parti communiste chinois est la caractéristique la plus essentielle du socialisme à la chinoise. Il est interdit à toute organisation ou individu de porter atteinte au système socialiste. Article 2. Tout le pouvoir de la République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'État sont l'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales à tous les échelons. Le peuple, conformément aux dispositions de la loi, administre les affaires de l'État, les affaires économiques, culturelles et sociales, par divers moyens et formes. Article 3. Les organes de l'État de la République populaire de Chine appliquent le principe du centralisme démocratique. L'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales, à tous les échelons, sont élus démocratiquement, responsables devant le peuple et soumises à son contrôle. Les organes de l'administration de l'État, les organes de contrôle, les organes judiciaires et les organes du ministère public sont tous élus par le Congrès du peuple, responsables devant lui et soumis à son contrôle. La répartition des pouvoirs entre les organes centraux et locaux de l'État suit le principe de donner libre cours à l'initiative et à l'enthousiasme des gouvernements locaux sous la direction unifiée du gouvernement central. Article 4. Toutes les ethnies de la République populaire de Chine sont égales. L'État garantit les droits et intérêts légitimes des minorités ethniques, sauvegarde et développe les relations égalitaires, solidaires, d'entraide et harmonieuse entre les ethnies. Toute discrimination ou oppression à l'égard d'une ethnie est interdite, de même que toute action visant à porter atteinte à l'unité des ethnies ou à provoquer la scission ethnique. L'État, selon les caractéristiques et les besoins des minorités ethniques, aide les régions peuplées de minorités à accélérer leur développement économique et culturel. Dans les régions où vivent en relative concentration les minorités ethniques, un régime d'autonomie régionale est appliqué. Des organes autonomes sont créés et l'autonomie est exercée. Toutes les régions autonomes ethniques sont des parties inséparables de la République populaire de Chine. Toutes les ethnies ont la liberté d'utiliser et de développer leur propre langue et écriture, ainsi que de préserver ou de réformer leurs coutumes et habitudes. Article 5. La République populaire de Chine pratique l'état de droit et construit un État socialiste régi par l'état de droit. L'État préserve l'unité et la dignité du système juridique socialiste. Aucune loi, aucun règlement administratif, ni aucun règlement local ne peut être en contradiction avec la Constitution. Tous les organes de l'État, les forces armées, les partis politiques, les organisations sociales, les entreprises et institutions doivent se conformer à la Constitution et aux lois. Toute infraction à la Constitution ou aux lois doit être poursuivie. Aucune organisation ou individu ne peut jouir de privilèges au-dessus de la Constitution et des lois. Article 6. La base du système économique socialiste de la République populaire de Chine est la propriété publique socialiste des moyens de production, à savoir la propriété de l'ensemble du peuple et la propriété collective des masses laborieuses. La propriété publique socialiste abolit le système d'exploitation de l'homme par l'homme et applique le principe « à chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ». L'État, au stade primaire du socialisme, maintient le système économique fondamental où la propriété publique est la principale forme de propriété et coexiste avec plusieurs formes de propriété, et maintient un système de répartition où la répartition selon le travail est la principale forme de répartition coexistant, avec plusieurs modes de répartition. Article 7. L'économie d'État, c'est-à-dire l'économie de propriété socialiste de l'ensemble du peuple, constitue la force dominante de l'économie nationale. L'État garantit la consolidation et le développement de l'économie d'État. Article 8. Les organisations économiques collectives rurales appliquent un système de gestion à deux niveaux, basé sur la gestion par contrat familial
et une combinaison d'unification et d'autonomie. Les diverses formes d'économie coopérative en milieu rural, telles que la production, l'approvisionnement et la vente, le crédit, la consommation, sont des formes d'économie de propriété collective des masses laborieuses socialistes. Les travailleurs membres des organisations économiques collectives rurales ont le droit, dans les limites prévues par la loi, de gérer leurs jardins potagers, leurs montagnes privées, leurs activités secondaires familiales et l'élevage d'animaux. Les formes coopératives d'économie dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, du bâtiment, du transport, du commerce, des services dans les villes et bourgs sont également des formes d'économie de propriété collective des masses laborieuses socialistes. L'État protège les droits et intérêts légitimes des organisations économiques collectives urbaines et rurales, encourage, guide et aide au développement de l'économie collective. Article 9. Les ressources naturelles telles que les minerais, les cours d'eau, les forêts, les montagnes, les prairies, les terres incultes, les zones alluviales appartiennent à l'État, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple, sauf pour les forêts, montagnes, prairies, terres incultes et zones alluviales qui font l'objet d'une propriété collective conformément à la loi. L'État garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et protège les animaux et plantes rares. Il est interdit à toute organisation ou individu de s'approprier ou de détruire les ressources naturelles par quelque moyen que ce soit. Article 10. Les terres des villes appartiennent à l'État. Les terres rurales et celles situées en périphérie urbaine appartiennent à la collectivité, sauf celles qui, conformément à la loi, relèvent de la propriété de l'État. Les terrains à usage résidentiel, les jardins potagers privés et les montagnes privées sont également des propriétés collectives. L'État peut, pour les besoins de l'intérêt public, procéder à l'expropriation ou à la réquisition de terrains selon les dispositions légales et fournir une compensation. Aucune organisation ni individu ne peut s'approprier, vendre ou transférer illégalement des terres sous quelque forme que ce soit. Le droit d'usage des terres peut être transféré conformément aux dispositions de la loi. Toute organisation ou individu utilisant un terrain doit en faire un usage rationnel. Article 11. L'économie non publique, telle que l'économie individuelle et l'économie privée, dans les limites fixées par la loi, constitue une composante importante de l'économie de marché socialiste. L'État protège les droits et intérêts légitimes de l'économie individuelle, de l'économie privée et d'autres formes d'économie non publique. Il encourage, soutient et guide leur développement et exerce sur elles une supervision et une gestion conformément à la loi. Article 12. La propriété publique socialiste est sacrée et inviolable. L'État protège les biens publics socialistes. Il est interdit à toute organisation ou individu de s'approprier ou de détruire, par quelque moyen que ce soit, les biens de l'État et les biens collectifs. Article 13. La propriété privée légale des citoyens est inviolable. L'État protège, conformément aux dispositions légales, les droits de propriété privée et les droits de succession des citoyens. L'État peut, pour les besoins de l'intérêt public, procéder, conformément à la loi, à l'expropriation ou à la réquisition de biens privés des citoyens et leur accorder une compensation. Article 14. L'État développe les forces productives de la société en augmentant la motivation et le niveau technique des travailleurs, en promouvant les sciences et technologies avancées, en améliorant le système de gestion économique et le système de gestion des entreprises, en mettant en œuvre diverses formes de responsabilité socialiste, et en améliorant l'organisation du travail, en vue d'accroître continuellement la productivité du travail et l'efficacité économique. L'État applique une politique rigoureuse d'économie et lutte contre le gaspillage. L'État organise de manière rationnelle l'accumulation et la consommation, prend en considération les intérêts de l'État, des collectivités et des individus, et améliore progressivement les conditions matérielles et culturelles de vie du peuple sur la base du développement de la production. L'État établit et améliore un système de sécurité sociale compatible avec le niveau de développement économique. Article 15. L'État applique une économie de marché socialiste. L'État renforce la législation économique et améliore la régulation macroéconomique.
l'État interdit légalement à toute organisation ou individu de troubler l'ordre économique et social. Article 16. Les entreprises d'État ont, dans les limites prévues par la loi, le droit de prendre leurs décisions de gestion de manière autonome. Les entreprises d'État appliquent une gestion démocratique par le biais d'assemblées de représentants des travailleurs et d'autres formes conformément à la loi. Article 17. Les organisations économiques collectives ont le droit de mener des activités économiques de manière autonome dans le respect des lois pertinentes. Les organisations économiques collectives appliquent la gestion démocratique, élisent et révoquent leurs responsables selon les dispositions légales et décident des grandes orientations de gestion. Article 18. La République populaire de Chine autorise les entreprises et autres organisations économiques ou particuliers étrangers à investir en Chine conformément aux lois de la République populaire de Chine et à établir diverses formes de coopération économique avec les entreprises ou autres organisations économiques chinoises. Les entreprises et autres organisations économiques étrangères, ainsi que les entreprises à participation conjointe sino-étrangères établies sur le territoire chinois, doivent respecter les lois de la République populaire de Chine. Leurs droits et intérêts légitimes sont protégés par la législation de la République populaire de Chine. Article 19. L'État développe l'éducation socialiste et élève le niveau scientifique et culturel de l'ensemble du peuple. L'État fonde divers types d'écoles, généralise l'enseignement primaire obligatoire, développe l'enseignement secondaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, et développe l'enseignement préscolaire. L'État développe les moyens d'enseignement de toutes sortes, éradique l'analphabétisme, éduque les ouvriers, les paysans, les employés de l'État et les autres travailleurs dans les domaines de la politique, de la culture, de la science, de la technologie et des affaires, et encourage l'auto-apprentissage. L'État encourage les organisations économiques collectives, les entreprises d'État et autres forces sociales à fonder divers établissements d'enseignement conformément à la loi. L'État promeut la langue commune nationale, le mandarin standard, Putonghua. Article 20. L'État développe les sciences naturelles et sociales, diffuse les connaissances scientifiques et techniques, et récompense les résultats de la recherche scientifique et les inventions et créations technologiques. Article 21. L'État développe les services médicaux et de santé, développe la médecine moderne et la médecine traditionnelle chinoise, encourage et soutient les organisations économiques collectives rurales, les entreprises et institutions d'État, ainsi que les organisations de quartier, à mettre en place diverses installations médicales et sanitaires, à mener des campagnes sanitaires populaires et à protéger la santé du peuple. L'État développe les activités sportives, organise des activités sportives de masse et renforce la condition physique du peuple. Article 22. L'État développe les activités culturelles dans les domaines de la littérature, des arts, de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision, de l'édition, des bibliothèques, des musées, des maisons de la culture et autres institutions culturelles, au service du peuple et du socialisme, et organise des activités culturelles populaires. L'État protège les sites historiques et pittoresques, les objets culturels précieux et les autres patrimoines historiques et culturels importants. Article 23. L'État forme divers spécialistes au service du socialisme, élargit les rangs des intellectuels, crée les conditions nécessaires afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la construction de la modernisation socialiste. Article 24. L'État renforce la construction de la civilisation spirituelle socialiste en diffusant l'éducation aux idéaux, à la morale, à la culture, à la discipline et au droit, en établissant et en mettant en œuvre divers codes de conduite et conventions parmi les populations urbaines et rurales, selon les situations locales. L'État promeut les valeurs fondamentales du socialisme, encourage les vertus civiques d'amour de la patrie, du peuple, du travail, de la science et du socialisme. Il dispense une éducation patriotique, collectiviste, internationaliste et communiste, une éducation au matérialisme dialectique et au matérialisme historique, et s'oppose aux idéologies décadentes du capitalisme, du féodalisme et autres.
Article 25. L'État applique la politique de planification des naissances afin de faire correspondre la croissance de la population au plan de développement économique et social. Article 26. L'État protège et améliore le cadre de vie et l'environnement écologique, lutte contre la pollution et autres nuisances. L'État organise et encourage la reforestation et protège les forêts. Article 27. Tous les organes de l'État appliquent le principe de rationalisation, mettent en œuvre un système de responsabilité dans le travail, un système de formation et d'évaluation des agents afin d'élever sans cesse la qualité et l'efficacité du travail, et de lutter contre le bureaucratisme. Tous les organes de l'État et les fonctionnaires doivent s'appuyer sur le soutien du peuple, maintenir en permanence des liens étroits avec lui, écouter ses avis et suggestions, accepter sa supervision et s'efforcer de le servir. Les agents de l'État doivent prêter publiquement serment à la Constitution selon les dispositions légales lors de leur prise de fonction. Article 28. L'État maintient l'ordre social, réprime les actes de trahison et autres activités criminelles menaçant la sécurité nationale, sanctionne les activités criminelles portant atteinte à la sécurité publique, sabotant l'économie socialiste et commettant d'autres infractions, punit et réforme les criminels. Article 29. Les forces armées de la République populaire de Chine appartiennent au peuple. Leur mission est de consolider la défense nationale, de résister à l'agression, de défendre la patrie, de protéger le travail pacifique du peuple, de participer à la construction nationale et de s'efforcer de servir le peuple. L'État renforce la construction des forces armées dans un esprit de révolution, de modernisation et de régularisation et accroît les capacités de défense nationale. Article 30. La division administrative de la République populaire de Chine est la suivante. 1. Le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités, relevant directement du gouvernement central. 2. Les provinces et régions autonomes sont divisées en préfectures autonomes, districts, districts autonomes et villes. 3. Les districts et districts autonomes sont divisés en cantons, cantons ethniques et bourgs. Les municipalités relevant directement du gouvernement central et les grandes villes sont divisées en arrondissements et en districts. Les préfectures autonomes sont divisées en districts, districts autonomes et villes. Les régions autonomes, les préfectures autonomes et les districts autonomes sont des régions autonomes ethniques. Article 31. L'État peut établir, lorsque nécessaire, des régions administratives spéciales. Le système appliqué dans ces régions est défini par une loi de l'Assemblée populaire nationale, en fonction des circonstances spécifiques. Article 32. La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des étrangers sur son territoire. Les étrangers présents sur le territoire de la Chine doivent respecter les lois de la République populaire de Chine. La République populaire de Chine peut accorder le droit d'asile aux étrangers demandant le refuge pour des raisons politiques. Chapitre 2. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Article 33. Toute personne possédant la nationalité de la République populaire de Chine est un citoyen de la République populaire de Chine. Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi. L'État respecte et protège les droits de l'homme. Tout citoyen jouit des droits prévus par la Constitution et la loi, et doit en même temps remplir les obligations qu'elles prescrivent. Article 34. Tout citoyen de la République populaire de Chine, ayant atteint l'âge de 18 ans, sans distinction d'ethnie, de race, de sexe, de profession, d'origine familiale, de croyance religieuse, de niveau d'instruction, de situation patrimoniale ou de durée de résidence, a le droit de vote et d'éligibilité, sauf ceux à qui ces droits ont été retirés conformément à la loi. Article 35. Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté d'expression, de publication, de réunion, d'association, de défilé et de manifestation. Article 36. Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de croyance religieuse. Aucun organe de l'État, aucune organisation sociale, ni aucun individu ne peut contraindre un citoyen à croire
ou à ne pas croire en une religion, d'y discriminer les citoyens croyants ou non-croyants. L'État protège les activités religieuses normales. Nul ne peut se servir de la religion pour troubler l'ordre social, nuire à la santé des citoyens ou entraver le système éducatif de l'État. Les organisations religieuses et les affaires religieuses ne sont pas soumises à la domination de forces étrangères. Article 37. La liberté de la personne des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'approbation ou la décision du parquet populaire ou la décision du tribunal populaire, et sans exécution par un organe de sécurité publique. La détention illégale ainsi que les autres formes de privation ou de restriction illégale de la liberté de la personne des citoyens sont interdites. Les fouilles corporelles illégales sont interdites. Article 38. La dignité de la personne des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit d'insulter, de calomnier ou de faussement accuser un citoyen par quelque moyen que ce soit. Article 39. Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Les perquisitions ou intrusions illégales dans le domicile des citoyens sont interdites. Article 40. La liberté et le secret de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont protégés par la loi, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'enquête sur des infractions pénales et sur autorisation des organes de sécurité publique ou du parquet conformément à la procédure légale. Aucune organisation ni aucun individu ne peut porter atteinte à la liberté et au secret de la correspondance des citoyens. Article 41. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de critiquer et de faire des suggestions à tout organe de l'État ou à tout fonctionnaire de l'État. Ils ont le droit de porter plainte, d'accuser ou de dénoncer tout comportement illégal ou fautif de ces organes ou de ces fonctionnaires. Mais il est interdit d'inventer ou de déformer les faits à des fins de dénonciation calomnieuse. Les organes d'État concernés doivent établir les faits, traiter les plaintes, accusations ou dénonciations des citoyens de manière responsable. Nul ne peut réprimer ni exercer de représailles à l'encontre de ceux qui formulent ces critiques ou dénonciations. Toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une violation de ses droits par un organe de l'État ou un fonctionnaire a le droit d'obtenir réparation conformément à la loi. Article 42. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit et le devoir de travailler. L'État crée, par divers moyens, des conditions propices à l'emploi, renforce la protection du travail, améliore les conditions de travail et élève, sur la base du développement de la production, les rémunérations et prestations sociales. Le travail est un devoir glorieux pour tous les citoyens valides. Les travailleurs des entreprises d'État et des organisations économiques collectives urbaines et rurales doivent avoir l'attitude de véritables maîtres du pays dans leur travail. L'État promeut les concours de travail socialistes, récompense les travailleurs modèles et les ouvriers exemplaires. L'État encourage les citoyens à s'engager dans le travail bénévole. L'État dispense la formation nécessaire à l'emploi pour les citoyens avant leur entrée dans la vie active. Article 43. Les travailleurs de la République populaire de Chine ont le droit au repos. L'État développe les infrastructures de repos et de soins pour les travailleurs, fixe les horaires de travail et établit un système de congés. Article 44. L'État met en œuvre, conformément à la loi, un système de retraite pour les employés des entreprises, des institutions publiques et des organes de l'État. Les conditions de vie des retraités sont garanties par l'État et la société. Article 45. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de recevoir une aide matérielle de l'État et de la société en cas de vieillesse, de maladie ou de perte de la capacité de travail. L'État développe les services d'assurance sociale, d'aide sociale et de santé nécessaires à l'exercice de ces droits. L'État et la société assurent les conditions de vie des militaires invalides, soutiennent les familles des martyrs et accordent des avantages aux familles de militaires. L'État et la société aident à organiser le travail, la vie et l'éducation des citoyens aveugles, sourds, muets et autres personnes handicapées. Article 46. Les citoyens de la République populaire de Chine
ont le droit et le devoir de recevoir une éducation. L'État veille au développement complet des jeunes, des adolescents et des enfants en matière de moralité, d'intelligence et de santé physique. Article 47. Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de mener des recherches scientifiques, de créer des œuvres littéraires et artistiques, et de participer à d'autres activités culturelles. L'État encourage et soutient des activités créatives bénéfiques au peuple menées par les citoyens dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie, de la littérature, des arts et autres secteurs culturels. Article 48. Les femmes de la République populaire de Chine jouissent des mêmes droits que les hommes dans les domaines politiques, économiques, culturels, social et familial. L'État protège les droits et intérêts des femmes, applique le principe d'égalité de rémunération à travail égal entre hommes et femmes, et forme et promeut des cadres féminins. Article 49. Le mariage, la famille, les mères et les enfants sont protégés par l'État. Les deux époux ont l'obligation d'appliquer la politique de planification des naissances. Les parents ont l'obligation d'élever et d'éduquer leurs enfants mineurs, et les enfants adultes ont l'obligation de soutenir et d'assister leurs parents. Il est interdit de porter atteinte à la liberté du mariage ou de maltraiter les personnes âgées, les femmes et les enfants. Article 50. La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer, ainsi que les droits et intérêts légaux des rapatriés et de leurs familles. Article 51. Dans l'exercice de leur liberté et de leurs droits, les citoyens de la République populaire de Chine ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l'État, de la société, des collectivités, ni aux libertés et droits légitimes d'autrui. Article 52. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de préserver l'unité de l'État et l'union de toutes les ethnies du pays. Article 53. Les citoyens de la République populaire de Chine doivent respecter la Constitution et les lois, garder les secrets d'État, protéger les biens publics, respecter la discipline au travail, l'ordre public et la morale sociale. Article 54. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de sauvegarder la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie. Il leur est interdit de compromettre la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie. Article 55. Défendre la patrie et résister à l'agression est un devoir sacré de chaque citoyen de la République populaire de Chine. Faire le service militaire et participer à des organisations de milices, conformément à la loi, est un devoir glorieux des citoyens de la République populaire de Chine. Article 56. Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de payer les impôts conformément à la loi. Chapitre 3. Institutions de l'État. Section 1. L'Assemblée populaire nationale. Article 57. L'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine est l'organe suprême du pouvoir de l'État. Son organe permanent est le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Article 58. L'Assemblée populaire nationale et son comité permanent exercent le pouvoir législatif de l'État. Article 59. L'Assemblée populaire nationale est composée de députés élus par les provinces, les régions autonomes, les municipalités relevant directement du gouvernement central, les régions administratives spéciales et l'armée. Toutes les minorités ethniques doivent être représentées par un nombre approprié de députés. L'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale est organisée par son comité permanent. Le nombre de députés à l'Assemblée populaire nationale et les modalités de leur désignation sont définis par la loi. Article 60. Chaque mandat de l'Assemblée populaire nationale dure 5 ans. 2 mois avant l'expiration du mandat de l'Assemblée populaire nationale, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale doit achever l'élection des députés à la nouvelle Assemblée populaire nationale. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la tenue des élections, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale peut, à la majorité des 2/3 de l'ensemble de ses membres, décider de les reporter et de prolonger le mandat de l'actuelle Assemblée
populaire nationale. L'élection des députés à la nouvelle Assemblée doit être achevée dans l'année suivant la fin des circonstances exceptionnelles. Article 61. L'Assemblée populaire nationale se réunit en session une fois par an, convoquée par son comité permanent. Lorsque le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale l'estime nécessaire, ou lorsque plus d'un cinquième des députés en font la demande, une session extraordinaire de l'Assemblée peut être convoquée. Lors des sessions de l'Assemblée populaire nationale, un présidium est élu pour diriger les travaux. Article 62. L'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions suivantes. 1. Réviser la Constitution. 2. Contrôler l'application de la Constitution. 3. Promulguer et modifier les lois pénales, civiles, institutionnelles de l'État et autres lois fondamentales. 4. Élire le président et le vice-président de la République populaire de Chine. 5. Décider, sur proposition du président de la République populaire de Chine, de la nomination du Premier ministre du Conseil des affaires d'État, et sur proposition du Premier ministre, décider de la nomination des vice-premiers ministres, des conseillers d'État, des ministres, des présidents de commission, de l'auditeur général et du secrétaire général. 6. Élire le président de la commission militaire centrale et, sur proposition de ce dernier, décider des autres membres de la commission militaire centrale. 7. Élire le directeur de la commission nationale de surveillance. 8. Élire le président de la Cour populaire suprême. 9. Élire le procureur général du parquet populaire suprême. 10. Examiner et approuver le plan de développement économique et social national, ainsi que le rapport sur son exécution. 11. Examiner et approuver le budget national, ainsi que le rapport sur son exécution. 12. Modifier ou annuler les décisions inappropriées du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. 13. Approuver la création des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central. 14. Décider de la création des régions administratives spéciales et de leur régime. 15. Décider des questions de guerre et de paix. 16. Autre pouvoir que la plus haute autorité de l'État doit exercer. Article 63. L'Assemblée populaire nationale a le pouvoir de révoquer les personnes suivantes. 1. Le président et le vice-président de la République populaire de Chine. 2. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d'État, les ministres, les présidents de commission, l'auditeur général et le secrétaire général du Conseil des affaires d'État. 3. Le président de la commission militaire centrale et les autres membres de la commission militaire centrale. 4. Le directeur de la commission nationale de surveillance. 5. Le président de la Cour populaire suprême. 6. Le procureur général du parquet populaire suprême. Article 64. Les amendements à la Constitution sont proposés par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ou par plus d'un cinquième des députés de l'Assemblée populaire nationale et doivent être adoptés à la majorité des 2/3 de l'ensemble des députés. Les lois et autres propositions sont adoptées à la majorité simple de l'ensemble des députés de l'Assemblée populaire nationale. Article 65. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est composé des membres suivants. Président, plusieurs vice-présidents, secrétaire général, plusieurs membres. Parmi les membres du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, un nombre approprié des représentants des minorités ethniques doit être inclus. L'Assemblée populaire nationale élit et a le pouvoir de révoquer les membres du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les membres du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent occuper de poste dans les organes administratifs, les organes de surveillance, les organes judiciaires ou les parquets de l'État. Article 66. Le mandat du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est identique à celui de l'Assemblée populaire nationale. Il exerce ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau comité permanent par la nouvelle Assemblée populaire nationale.
Le président et les vice-présidents ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs. Article 67. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions suivantes. 1. Interpréter la Constitution et surveiller son application. 2. Élaborer et réviser les lois autres que celles devant être établies par l'Assemblée populaire nationale. 3. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire nationale, compléter ou modifier partiellement les lois établies par cette dernière, sans toutefois en altérer les principes fondamentaux. 4. Interpréter les lois. 5. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire nationale, examiner et approuver les ajustements partiels nécessaires à l'exécution du plan national de développement économique et social, ainsi que du budget de l'État. 6. Superviser le travail du Conseil des affaires d'État, de la Commission militaire centrale, de la Commission nationale de surveillance, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême. 7. Abroger les règlements administratifs, décisions et ordonnances du Conseil des affaires d'État qui sont contraires à la Constitution ou aux lois. 8. Abroger les règlements locaux et les résolutions adoptées par les organes du pouvoir des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale, qui sont contraires à la Constitution, aux lois ou aux règlements administratifs. 9. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire nationale, nommer ou démettre, sur proposition du Premier ministre, les ministres, présidents de commission, l'auditeur général et le secrétaire général. 10. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire nationale, elle décide, sur la base de la nomination du président de la commission militaire centrale, de la sélection des autres membres de la commission militaire centrale. 11. Sur proposition du directeur de la commission nationale de surveillance, nommer ou démettre les vice-directeurs et les membres de cette commission. 12. Sur proposition du président de la Cour populaire suprême, nommer ou démettre les vice-présidents, juges, membres du comité judiciaire et le président du tribunal militaire de la Cour populaire suprême. 13. Nommer et révoquer, à la demande du procureur général du parquet populaire suprême, les procureurs généraux adjoints, les procureurs, les membres du comité du parquet et les procureurs généraux des parquets militaires du parquet populaire suprême, et approuver la nomination et la révocation des procureurs généraux des parquets populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités. 14. Décider de la nomination ou de la révocation des représentants plénipotentiaires de Chine à l'étranger. 15. Décider de l'approbation ou de l'abrogation des traités et accords importants conclus avec des pays étrangers. 16. Définir les systèmes de grades pour les militaires, les diplomates et autres catégories spécifiques. 17. Définir et décider de l'attribution des médailles nationales et des titres honorifiques. 18. Décider des mesures d'amnistie. 19. Lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, elle décide de la déclaration de l'état de guerre en cas d'agression armée contre l'État ou en cas de nécessité d'appliquer un traité international pour la prévention conjointe de l'agression. 20. Décider de la mobilisation générale ou partielle du pays. 21. Décider de l'instauration de l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du gouvernement central. 22. Exercer d'autres fonctions confiées par l'Assemblée populaire nationale. Article 68. Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale dirige les travaux du comité permanent et convoque ses réunions. Les vice-présidents et le secrétaire général assistent le président dans son travail. Le président, les vice-présidents et le secrétaire général forment ensemble le bureau du président, qui traite les affaires courantes importantes du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Article 69. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte de son activité. Article 70. L'Assemblée populaire nationale
institue des commissions spécialisées, telles que la Commission des nationalités, la Commission de la Constitution et des lois, la Commission des finances et de l'économie, la Commission de l'éducation, des sciences, de la culture et de la santé, la Commission des affaires étrangères, la Commission des affaires des Chinois d'outre-mer, ainsi que d'autres commissions spécialisées jugées nécessaires. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire nationale, ces commissions spécialisées sont placées sous la direction du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les commissions spécialisées, sous la direction de l'Assemblée populaire nationale et de son comité permanent, étudient, examinent et élaborent les projets de propositions qui leur sont soumis. Article 71. Lorsque cela est jugé nécessaire, l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent peuvent constituer des commissions d'enquête sur des questions spécifiques et prendre les décisions appropriées sur la base des rapports émis par ces commissions d'enquête. Lors des enquêtes menées par les commissions d'enquête, tous les organes de l'État concernés, toutes les organisations sociales et tous les citoyens ont l'obligation de leur fournir les documents nécessaires. Article 72. Les députés à l'Assemblée populaire nationale et les membres de son comité permanent ont le droit, selon la procédure prévue par la loi, de présenter des propositions dans le cadre des compétences respectives de l'Assemblée populaire nationale et de son comité permanent. Article 73. Les députés à l'Assemblée populaire nationale, pendant les sessions de l'Assemblée, et les membres du comité permanent, pendant les sessions de ce comité, ont le droit, selon la procédure prévue par la loi, de soumettre des questions au Conseil des affaires d'État ou à ses ministères et commissions. Les organes interrogés ont l'obligation de répondre de manière responsable. Article 74. Aucun député à l'Assemblée populaire nationale ne peut être arrêté ou soumis à un procès pénal sans l'autorisation du Présidium pendant les sessions ou sans celle du comité permanent pendant les périodes de non-session. Article 75. Aucun député à l'Assemblée populaire nationale ne peut être poursuivi en justice pour les propos tenus ou les votes émis lors des différentes réunions de l'Assemblée. Article 76. Les députés à l'Assemblée populaire nationale doivent observer de manière exemplaire la Constitution et les lois, garder les secrets d'État et contribuer à la mise en œuvre de la Constitution et des lois dans les activités de production, de travail et dans la vie sociale auxquelles ils participent. Les députés à l'Assemblée populaire nationale doivent entretenir des liens étroits avec les unités électorales et le peuple, écouter et transmettre leurs avis et demandes, et s'efforcer de les servir. Article 77. Les députés à l'Assemblée populaire nationale sont soumis à la surveillance des unités électorales qui les ont élus. Ces unités ont le droit, selon les procédures prévues par la loi, de révoquer les députés qu'elles ont élus. Article 78. L'organisation et les règles de fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et de son comité permanent sont fixées par la loi. Section 2. Président de la République populaire de Chine. Article 79. Le président et le vice-président de la République populaire de Chine sont élus par l'Assemblée populaire nationale. Tout citoyen de la République populaire de Chine, âgé de 45 ans ou plus, jouissant du droit de vote et du droit d'éligibilité, peut être élu président ou vice-président de la République populaire de Chine. La durée du mandat du président et du vice-président de la République populaire de Chine est identique à celui de l'Assemblée populaire nationale. Article 80. Le président de la République populaire de Chine promulgue les lois, nomme et révoque le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d'État, les ministres, les présidents de commission, l'auditeur général et le secrétaire général du Conseil des affaires d'État, accorde les médailles nationales et les titres honorifiques, publie les décrets de grâce, proclame l'état d'urgence, l'état de guerre et lance les ordres de mobilisation conformément aux décisions de l'Assemblée populaire nationale et de son comité permanent. Article 81. Le président de la République populaire de Chine représente la République populaire de Chine pour les affaires d'État,
reçoit les ambassadeurs étrangers et, conformément aux décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires à l'étranger, approuve et abroge les traités et accords importants conclus avec des pays étrangers. Article 82. Le vice-président de la République populaire de Chine assiste le président dans l'exercice de ses fonctions. Le vice-président peut exercer une partie des pouvoirs du président sur mandat de ce dernier. Article 83. Le président et le vice-président de la République populaire de Chine exercent leurs fonctions jusqu'à l'entrée en fonction du président et du vice-président élu par la nouvelle Assemblée populaire nationale. Article 84. En cas de vacance du poste de président de la République populaire de Chine, le vice-président assume ses fonctions. En cas de vacance du poste de vice-président, un suppléant est élu par l'Assemblée populaire nationale. Si le président et le vice-président sont tous deux empêchés d'exercer leurs fonctions, une élection partielle est organisée par l'Assemblée populaire nationale. Jusqu'à l'élection partielle, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce temporairement les fonctions de président. Section 3. Conseil d'État. Article 85. Le Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, c'est-à-dire le gouvernement central, est l'organe exécutif suprême du pouvoir d'État et l'organe administratif suprême de l'État. Article 86. Le Conseil des affaires d'État est composé des membres suivants. Le Premier ministre, plusieurs vice-premiers ministres, plusieurs conseillers d'État, les ministres de chaque ministère, les présidents de chaque commission. L'auditeur général, le secrétaire général. Le Conseil d'État applique un système de responsabilité sous la direction du Premier ministre. Les ministères et commissions appliquent un système de responsabilité dirigé par les ministres ou présidents. L'organisation du Conseil d'État est définie par la loi. Article 87. La durée du mandat du Conseil d'État est identique à celle de l'Assemblée populaire nationale. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres et les conseillers d'État ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs. Article 88. Le Premier ministre dirige les travaux du Conseil d'État. Les vice-premiers ministres et les conseillers d'État assistent le Premier ministre dans son travail. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d'État et le secrétaire général forment la réunion permanente du Conseil d'État. Le Premier ministre convoque et préside les réunions permanentes et plénières du Conseil d'État. Article 89. Le Conseil d'État exerce les pouvoirs et fonctions suivants. 1. Définir les mesures administratives, établir les règlements administratifs, publier des décisions et ordonnances conformément à la Constitution et aux lois. 2. Soumettre des propositions à l'Assemblée populaire nationale ou à son comité permanent. 3. Déterminer les missions et responsabilités des ministères et des commissions, assurer la direction unifiée des travaux des ministères et des commissions, et diriger les travaux administratifs nationaux ne relevant pas de ces ministères et commissions. 4. Assurer une direction unifiée des travaux des organes administratifs locaux de l'État à tous les niveaux dans l'ensemble du pays, et prescrire une répartition spécifique des pouvoirs et des fonctions entre les organes administratifs de l'État du gouvernement central et ceux des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central. 5. Élaborer et exécuter les plans de développement économique et social, ainsi que le budget de l'État. 6. Diriger et gérer les activités économiques, la construction urbaine et rurale, ainsi que la construction de la civilisation écologique. 7. Diriger et gérer les travaux relatifs à l'éducation, à la science, à la culture, à la santé, au sport et à la planification familiale. 8. Diriger et gérer les affaires civiles, la sécurité publique, la justice administrative et autres secteurs. 9. Gérer les affaires extérieures, conclure des traités et accords avec les pays étrangers. 10. Diriger et gérer les travaux relatifs à la défense nationale. 11. Diriger et gérer les affaires ethniques, garantir les droits égaux des minorités ethniques
et l'autonomie des régions autonomes ethniques. 12. Protéger les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer, ainsi que ceux des rapatriés et de leurs familles. 13. Modifier ou abroger les ordres, instructions et règlements inappropriés émis par les ministères et commissions. 14. Modifier ou abroger les décisions et ordres inappropriés émis par les organes administratifs des divers niveaux locaux de l'État. 15. Approuver le découpage administratif des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale, ainsi que la création et le découpage administratif des préfectures autonomes, districts autonomes et villes. 16. Décider, conformément à la loi, de l'instauration de l'état d'urgence dans certaines zones des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale. 17. Approuver la structure organisationnelle des institutions administratives, nommer et révoquer les agents administratifs conformément à la loi, organiser leur formation, procéder à leur évaluation et appliquer les récompenses et sanctions. 18. Exercer les autres pouvoirs conférés par l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Article 90. Les ministres des ministères et les présidents des commissions du Conseil des affaires d'État sont responsables de la direction de leurs départements respectifs. Ils convoquent et président les réunions ministérielles ou les réunions de la commission pour discuter et décider des grandes orientations du travail de leur département. Les ministères et les commissions émettent des ordres, des instructions et des règlements dans le cadre des compétences de leur propre département, conformément à la loi et aux règlements administratifs, aux décisions et aux ordonnances du Conseil d'État. Article 91. Le Conseil des affaires d'État institue un organe de contrôle des comptes chargé d'effectuer un audit des recettes et dépenses budgétaires des ministères du Conseil des affaires d'État et du gouvernement locaux à tous les niveaux, ainsi que des recettes et dépenses financières des institutions financières de l'État et des entreprises et établissements publics. Cet organe de contrôle des comptes exerce, sous la direction du Premier ministre du Conseil des affaires d'État, ses fonctions de manière indépendante, conformément à la loi, sans être soumis à l'ingérence d'aucun autre organe administratif, organisation sociale ou individu. Article 92. Le Conseil des affaires d'État est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte de ses travaux. Pendant les périodes de non-session de celle-ci, il est responsable devant le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte de ses travaux. Section 4. Commission militaire centrale. Article 93. La Commission militaire centrale de la République populaire de Chine dirige l'ensemble des forces armées du pays. La Commission militaire centrale est composée des membres suivants. Président, plusieurs vice-présidents, plusieurs membres. La Commission militaire centrale applique un système de responsabilité dirigé par son président. La durée du mandat de la Commission militaire centrale est identique à celle de l'Assemblée populaire nationale. Article 94. Le président de la Commission militaire centrale est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Section 5. Assemblée populaire locale et gouvernements populaires locaux à tous les niveaux. Article 95. Des assemblées populaires et des gouvernements populaires sont établis au niveau des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, des districts, des villes, des arrondissements urbains, des cantons ethniques et des bourgs. L'organisation des assemblées populaires locales et des gouvernements populaires locaux est déterminée par la loi. Des organes autonomes sont établis dans les régions autonomes, les préfectures autonomes et les districts autonomes. L'organisation et le fonctionnement de ces organes sont définis par la loi conformément aux principes fondamentaux énoncés aux sections 5 et 6 du chapitre 3 de la Constitution. Article 96. Les assemblées populaires locales à tous les niveaux sont les organes du pouvoir de l'État au niveau local. Les assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, ont un comité permanent.
Article 97. Les députés aux assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et des villes divisées en arrondissements sont élus par les assemblées populaires de niveau inférieur. Les députés aux assemblées populaires des districts, des villes non subdivisées, des arrondissements urbains, des cantons ethniques et des bourgs sont élus directement par les électeurs. Le nombre des députés aux assemblées populaires locales et les modalités de leur élection sont fixés par la loi. Article 98. Le mandat des assemblées populaires locales, à tous les niveaux, est de 5 ans. Article 99. Les assemblées populaires locales garantissent sur leur territoire administratif l'application et l'exécution de la Constitution, des lois et des règlements administratifs, dans les limites de leurs compétences définies par la loi. Elles adoptent et publient des résolutions, examinent et déterminent les plans de développement économique, culturel et des services publics locaux. Les assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, examinent et approuvent les plans de développement économique et social et les budgets de leur territoire administratif, ainsi que les rapports sur leur exécution. Elles ont le pouvoir de modifier ou d'annuler les décisions inappropriées de leur propre comité permanent. Les assemblées populaires des cantons ethniques peuvent, dans les limites des pouvoirs définis par la loi, adopter des mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques ethniques. Article 100. Les assemblées populaires des provinces et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, ainsi que leurs comités permanents, peuvent établir des règlements locaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs. Ces règlements doivent être soumis au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour enregistrement. Les assemblées populaires des villes divisées en arrondissements et leurs comités permanents peuvent, à condition de ne pas être contraires à la Constitution, aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements locaux de la province ou de la région autonome à laquelle elles appartiennent, établir des règlements locaux selon les dispositions de la loi, lesquels prennent effet après approbation par le comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale ou régionale. Article 101. Les assemblées populaires locales à tous les niveaux élisent et ont le pouvoir de révoquer le gouverneur et les vice-gouverneurs, les maires et les adjoints aux maires, les chefs et adjoints de district, les chefs et adjoints de canton, les chefs et adjoints de bourg. Les assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, élisent et ont le pouvoir de révoquer le directeur de la commission de surveillance, le président du tribunal populaire et le procureur du parquet populaire de leur niveau. La nomination ou la révocation du procureur du parquet populaire doit être soumise à l'approbation du comité permanent de l'Assemblée populaire concernée, sur proposition du procureur du parquet populaire de niveau supérieur. Article 102. Les députés aux assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et des villes divisées en arrondissements sont soumis à la supervision des unités électorales qu'ils ont élues. Les députés aux assemblées populaires des districts, des villes non subdivisées, des arrondissements urbains, des cantons ethniques et des bourgs sont soumis à la supervision des électeurs. Les unités électorales et les électeurs ont le droit, conformément aux procédures prévues par la loi, de révoquer les députés qu'ils ont élus. Article 103. Les comités permanents des assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, sont composés d'un président, de plusieurs vice-présidents et de plusieurs membres. Ils sont responsables devant leur assemblée populaire respective et lui rendre compte de leurs travaux. Les assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, élisent et ont le pouvoir de révoquer les membres de leur comité permanent. Les membres des comités permanents des assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, ne peuvent exercer de fonctions dans les organes administratifs, les organes de surveillance, les tribunaux, ni les parquets. Article 104. Les comités permanents des assemblées populaires locales, à partir du niveau des districts, délibèrent et décident des grandes questions concernant les divers domaines de travail dans leur circonscription administrative. Ils surveillent le travail du gouvernement populaire, de la commission de surveillance,
du tribunal populaire et du parquet populaire de leur niveau. Ils peuvent abroger les décisions et ordres inappropriés du gouvernement populaire de leur niveau. Ils peuvent abroger les résolutions inappropriées de l'Assemblée populaire de niveau inférieur. Dans les limites de leurs compétences légales, ils décident de la nomination et de la révocation des agents des organes de l'État. Pendant les périodes de non-session de l'Assemblée populaire de leur niveau, ils peuvent révoquer ou remplacer certains députés à l'Assemblée populaire du niveau supérieur. Article 105. Les gouvernements populaires locaux, à tous les niveaux, sont les organes exécutifs des assemblées populaires locales et les organes administratifs locaux de l'État. Les gouvernements populaires locaux appliquent un système de responsabilité sous la direction du gouverneur, du maire, du chef de district, du chef de canton ou du chef de bourg. Article 106. La durée du mandat des gouvernements populaires locaux à tous les niveaux est identique à celle des assemblées populaires locales au même niveau. Article 107. Les gouvernements populaires locaux, à partir du niveau des districts, dans les limites des compétences définies par la loi, dirigent les travaux administratifs de leur circonscription, notamment dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la science, de la culture, de la santé, du sport, de la construction urbaine et rurale, des finances, des affaires civiles, de la sécurité publique, des affaires ethniques, de la justice administrative et de la planification familiale. Ils publient des décisions et des ordonnances. Ils nomment, forment, évaluent et sanctionnent les agents administratifs. Les gouvernements populaires des cantons ethniques et des bourgs exécutent les résolutions des assemblées populaires de leur niveau et les décisions et ordres des organes administratifs de niveau supérieur et gèrent les affaires administratives de leur circonscription. Les gouvernements populaires des provinces et des municipalités, relevant directement de l'autorité centrale, décident de l'établissement et du découpage administratif des cantons ethniques et bourgs. Article 108. Les gouvernements populaires locaux, à partir du niveau des districts, dirigent les départements de travail qui leur sont subordonnés, ainsi que les gouvernements populaires de niveau inférieur. Ils ont le pouvoir de modifier ou d'annuler les décisions inappropriées de leur département de travail et des gouvernements populaires de niveau inférieur. Article 109. Les gouvernements populaires locaux, à partir du niveau des districts, mettent en place des organes d'audit. Ces organes exercent leur pouvoir de supervision financière de manière indépendante, conformément à la loi, et sont responsables devant le gouvernement populaire de leur niveau, ainsi que devant l'organe d'audit de niveau supérieur. Article 110. Les gouvernements populaires locaux, à tous les niveaux, sont responsables devant l'Assemblée populaire de leur niveau et lui rendent compte de leur travail. Les gouvernements populaires locaux, à partir du niveau des districts, sont également responsables, en période de non-session, devant le comité permanent de leur Assemblée populaire et lui rendent compte de leur travail. Les gouvernements populaires locaux, à tous les niveaux, sont responsables devant l'organe administratif d'État de niveau supérieur et lui rendent compte de leur travail. Tous les gouvernements populaires locaux sont des organes administratifs d'État placés sous la direction unifiée du Conseil des affaires d'État et lui sont soumises. Article 111. Dans les zones urbaines et rurales, les comités de résidents ou les comités de villageois établis selon les zones d'habitation des résidents sont des organisations autonomes de base de la population. Les présidents, vice-présidents et membres de ces comités sont élus par les résidents. Les relations entre ces comités et les organes de pouvoir populaire de base sont régies par la loi. Les comités de résidents et les comités de villageois peuvent mettre en place des comités pour la médiation populaire, la sécurité publique, l'hygiène publique, etc., afin de gérer les affaires publiques et les initiatives collectives de leur secteur résidentiel, de concilier les conflits civils, d'aider au maintien de l'ordre public et de transmettre au gouvernement populaire les opinions, demandes et suggestions des habitants. Section 6. Organes autonomes des régions autonomes ethniques. Article 112.
Les organes autonomes des régions autonomes ethniques sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes. Article 113. Dans les assemblées populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes, en plus des représentants de l'ethnie exerçant l'autonomie régionale, il doit également y avoir un nombre approprié de représentants des autres ethnies vivant dans la région administrative concernée. Dans le comité permanent des assemblées populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes, des citoyens de l'ethnie exerçant l'autonomie régionale doivent occuper les postes de président ou de vice-président. Article 114. Les présidents des régions autonomes, les préfets des préfectures autonomes et les chefs des districts autonomes doivent être des citoyens de l'ethnie exerçant l'autonomie régionale. Article 115. Les organes autonomes des régions autonomes, des préfectures autonomes et des districts autonomes exercent les pouvoirs des organes locaux de l'État tels que définis à la section 5 du chapitre 3 de la Constitution. En même temps, ils exercent des droits d'autonomie conformément à la Constitution, à la loi sur l'autonomie des régions ethniques et aux autres lois concernées, et appliquent, en fonction de la réalité locale, les lois et politiques nationales. Article 116. Les assemblées populaires des régions autonomes ethniques ont le droit d'élaborer des règlements d'autonomie et des règlements particuliers en fonction des caractéristiques politiques, économiques et culturelles des ethnies locales. Les règlements d'autonomie et les règlements particuliers des régions autonomes prennent effet après approbation par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les règlements d'autonomie et les règlements particuliers des préfectures et districts autonomes prennent effet après approbation par le comité permanent de l'Assemblée populaire de la province ou de la région autonome concernée et doivent être transmis au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour enregistrement. Article 117. Les organes autonomes des régions autonomes ethniques ont le droit d'administrer de façon autonome leurs finances locales. Les recettes budgétaires qui, selon le système financier national, reviennent à la région autonome, doivent être administrées de façon autonome par ces organes autonomes. Article 118. Les organes autonomes des régions autonomes ethniques, sous la direction du plan national, planifient et gèrent de manière autonome les projets de construction économique locale. Lors de l'exploitation des ressources et de la construction d'entreprises dans les régions autonomes ethniques, l'État doit prendre en compte les intérêts de ces régions. Article 119. Les organes autonomes des régions autonomes ethniques gèrent de manière autonome les affaires de l'éducation, des sciences, de la culture, de la santé publique et du sport dans leur région. Ils protègent et préservent le patrimoine culturel des ethnies, développent et font prospérer la culture ethnique. Article 120. Les organes autonomes des régions autonomes ethniques peuvent, selon le système militaire national et en fonction des besoins réels de la région, organiser, avec l'approbation du Conseil des affaires d'État, des forces de police pour maintenir l'ordre public local. Article 121. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions, les organes autonomes des régions autonomes ethniques utilisent, conformément aux dispositions des règlements d'autonomie de leur région, une ou plusieurs des langues et écritures couramment employées dans la région. Article 122. L'État aide les minorités ethniques à accélérer le développement de leurs projets économiques et culturels en leur apportant un soutien en termes de finances, de matériel et de technologie. L'État aide les régions autonomes ethniques à former massivement, parmi les ethnies locales, des cadres de tout niveau, ainsi que divers professionnels et ouvriers techniques. Section 7. Comité de surveillance. Article 123. Les comités de surveillance à tous les niveaux de la République populaire de Chine sont les organes de supervision de l'État. Article 124. La République populaire de Chine établit une commission nationale de supervision
ainsi que des commissions de surveillance locales à tous les niveaux. Les commissions de surveillance se composent des membres suivants. Un directeur, plusieurs directeurs adjoints, plusieurs membres. La durée du mandat du directeur de chaque commission de surveillance est le même que celui de l'Assemblée populaire du même niveau. Le directeur de la Commission nationale de supervision ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. L'organisation et les compétences des commissions de surveillance sont définies par la loi. Article 125. La Commission nationale de surveillance de la République populaire de Chine est l'organe suprême de surveillance. La Commission nationale de surveillance dirige le travail des commissions de surveillance locales à tous les niveaux. Les commissions de surveillance de niveau supérieur dirigent le travail de celles de niveau inférieur. Article 126. La Commission nationale de supervision est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les commissions de surveillance locales à tous les niveaux sont responsables devant l'organe du pouvoir de l'État qui les a établis, ainsi que devant la commission de surveillance de niveau supérieur. Article 127. Les commissions de surveillance exercent leur pouvoir de manière indépendante, conformément aux dispositions de la loi, sans interférence des organes administratifs, des organisations sociales ou des individus. Lorsqu'ils traitent des affaires d'infraction ou de délits liés à des fonctions publiques, les organes de surveillance doivent coopérer et se contrôler mutuellement avec les organes judiciaires, les parquets et les services d'application de la loi. Section 8. Tribunaux populaires et parquets populaires. Article 128. Les tribunaux populaires de la République populaire de Chine sont les organes judiciaires de l'État. Article 129. La République populaire de Chine établit une Cour populaire suprême, des tribunaux populaires à tous les niveaux locaux, ainsi que des tribunaux populaires spécialisés, comme les tribunaux militaires. Le mandat du président de la Cour populaire suprême est le même que celui de l'Assemblée populaire nationale. Il ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. L'organisation des tribunaux populaires est définie par la loi. Article 130. Les tribunaux populaires instruisent les affaires publiquement, sauf dans les cas prévus par la loi. L'accusé a le droit à la défense. Article 131. Les tribunaux populaires exercent le pouvoir judiciaire de manière indépendante, conformément à la loi, sans interférence des organes administratifs, des organisations sociales ou des individus. Article 132. La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême. La Cour populaire suprême supervise le travail des tribunaux populaires à tous les niveaux locaux et des tribunaux spécialisés. Les tribunaux populaires de niveau supérieur supervisent le travail des tribunaux de niveau inférieur. Article 133. La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les tribunaux populaires locaux, à tous les niveaux, sont responsables devant l'organe du pouvoir de l'État qui les a établis. Article 134. Le parquet populaire de la République populaire de Chine est l'organe de surveillance juridique de l'État. Article 135. La République populaire de Chine établit un parquet populaire suprême, des parquets populaires à tous les niveaux locaux, ainsi que des parquets spécialisés comme les parquets militaires. Le mandat du procureur général du parquet populaire suprême est le même que celui de l'Assemblée populaire nationale. Il ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. L'organisation des parquets populaires est définie par la loi. Article 136. Les parquets populaires exercent de manière indépendante le pouvoir de poursuite conformément aux dispositions de la loi, sans interférence des organes administratifs, des organisations sociales ou des individus. Article 137. Le parquet populaire suprême est l'organe suprême du ministère public. Le parquet populaire suprême dirige le travail des parquets populaires à tous les niveaux locaux et des parquets spécialisés. Les parquets populaires de niveau supérieur dirigent le travail des parquets de niveau inférieur. Article 138. Le parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent.
Les parquets populaires locaux, à tous les niveaux, sont responsables devant l'organe du pouvoir de l'État qui les a établis, ainsi que devant le parquet populaire de niveau supérieur. Article 139. Tous les citoyens, quelle que soit leur ethnie, ont le droit d'utiliser leur propre langue et écriture pour les procédures judiciaires. Les tribunaux populaires et les parquets populaires doivent fournir des services de traduction aux participants à une procédure qui ne maîtrisent pas la langue et l'écriture couramment utilisées localement. Dans les zones habitées majoritairement ou conjointement par des minorités ethniques, les procès doivent être menés dans la langue couramment utilisée localement. Les actes d'accusation, les jugements, les avis et autres documents doivent, selon les besoins réels, être rédigés dans une ou plusieurs des langues couramment utilisées localement. Article 140. Les tribunaux populaires, les parquets populaires et les services de sécurité publique doivent se répartir les responsabilités, coopérer mutuellement et se contrôler mutuellement dans le traitement des affaires pénales afin d'assurer l'application correcte et efficace de la loi. Chapitre 4. Drapeau national, hymne national, emblème national, capitale. Article 141. Le drapeau national de la République populaire de Chine est le drapeau rouge à 5 étoiles. L'hymne national de la République populaire de Chine est la marche des volontaires. Article 142. L'emblème national de la République populaire de Chine est la place Tiananmen, illuminée par les 5 étoiles au centre, entourée d'épis et d'une roue dentée. Article 143. La capitale de la République populaire de Chine est Beijing. Fin, dit par Émile Berlerme.